remercier pour votre invitation. C'est vrai que c'était pas trop difficile pour moi de venir d'Annecy ce matin, mais c'est vrai aussi que la météo m'a quelque peu ralenti et que quelques accidents m'ont quelque peu freiné sur l'autoroute. Je voudrais d'abord saluer le travail que vous faites sur cette cause essentielle qui est celle du climat et, par voie de conséquence, du premier perturbateur de ce climat, c'est-à-dire la question énergétique. Et puis je voudrais, sans plus attendre, avec ceux et celles qui sont ici et qui appartiennent à PNC France, remercier Sauvons le climat pour l'aide déterminante que votre association a bien voulu apporter à PNC France quand elle a débuté et puis qui se poursuit encore aujourd'hui dans des relations tout à fait amicales et heureuses. PNC France s'est fixé comme objectif, partant du raisonnement très simple que tout ce qui nous arrive est lié à des décisions politiques. PNC France s'est donc fixé comme objectif d'aborder l'exécutif, les élus, les administrations centrales et les organismes de régulation et de contrôle qui concernent l'énergie. Nous avons également une attention soutenue, une veille sur les médias, et saisissons l'ARCOM, qui est le successeur du CSA, autant que nous pouvons le faire quand on repère quelque chose qui le mérite. Je dois dire avec des suites qui sont variables, mais parfois quand même plus positives qu'on aurait pu le craindre. Nous organisons également à l'intention des élus pour leur fournir des informations, de la pédagogie, des webinaires, et on leur propose également des auditions, des rencontres. De temps en temps, nous pouvons être auditionnés et essayer de faire passer les messages qui s'imposent. Parce que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que les raisons de la situation dans laquelle nous nous trouvons, et j'y reviendrai plus ou moins longuement, sont quand même surtout fondées sur la place de la culture scientifique. Je vais limiter mon propos à la situation de la crise électrique française au sein de la crise énergétique européenne et surtout insister sur ce que nous pouvons faire pour aider à sortir de cette crise le plus vite possible. Malheureusement, chacun sait que ce ne sera pas, comme on dit vulgairement, demain la veille. Puisque, en réalité, cette crise, elle vient de loin, elle est la conséquence de la place et de l'influence qu'a pris et comprise les idéologies antinucléaires et également certains accords électoraux qui déclinent d'ailleurs et donnent une place importante à cette idéologie. Comme je le disais en commençant, c'est surtout la régression de la place de la culture scientifique qui, je crois, a conduit à ce succès de cette idéologie. Cette culture scientifique qui a diminué, bien entendu, dans l'opinion publique, ça c'est une évidence, mais surtout de façon très préoccupante dans les médias, où l'expertise scientifique est devenue quand même assez rare. Et pour bien le connaître, je peux vous dire que celle-ci a peu de place dans les milieux politiques et que dans les allées du pouvoir, les énarques ont remplacé bien souvent les ingénieurs du corps de l'État. Tout cela est le reflet quand même de la montée d'une philosophie, du mouvement de pensée qui n'est autre que le relativisme, un certain postmodernisme pour lequel il n'y a de vérité que dans l'acception sociale de cette vérité. Autrement dit, les opinions peuvent prévaloir sur les faits. Évidemment,
situation extrêmement préoccupante au moment où l'homme est confronté à des défis qui sont probablement parmi les plus dangereux pour son avenir. Je veux parler, et souvent le climat, c'est bien de le rappeler, du réchauffement climatique, bien sûr, mais aussi de l'épuisement des ressources naturelles, de la ressource en eau, du défi alimentaire, tous défis vitaux que l'homme ne pourra relever, comme il l'a fait au cours de toute son histoire, que par ses capacités cognitives, son imagination et sa capacité à transmettre ce qu'il a appris et ce qu'ont appris ses ancêtres. Et si on coupe, qu'on affaiblit cette chaîne, évidemment, ça va être assez difficile de sortir des problèmes qui sont dus en réalité à la présence de l'homme sur Terre, le réchauffement anthropique et tout ce qui s'ensuit. Mais revenons, si vous le voulez bien, aux causes de la crise énergétique dans laquelle nous sommes. Alors je sais que vous les connaissez 1000 fois mieux que moi, mais je pense qu'il faut quand même replanter le décor parce que ça va permettre de comprendre comment on pourra essayer de remonter la pente sur laquelle nous glissons. On le sait, c'est l'arrêt du développement du parc nucléaire depuis 25 ans, c'est la stratégie de réduction du nucléaire dans le mix en vue de sa sortie depuis une dizaine d'années, c'est la diminution de 12 gigawatts de puissance pilotable installée depuis 10 ans, et sur lesquels je ne reviendrai pas, fondée sur une double et fatale erreur. Les énergies renouvelables intermittentes remplaceront les énergies pilotables et les interconnexions rendront les réserves de capacité inutiles. On voit où tout cela nous a menés. À cela s'ajoute l'indisponibilité temporaire d'environ la moitié du parc nucléaire, avec les 3 causes que vous connaissez là encore mieux que moi, les suites de la pandémie, le grand carénage, et puis la découverte de phénomènes de corrosion sous contrainte dans certains réacteurs. Alors remarquons, peut-être parce que c'est important de le répéter à ceux qui, à longueur de journée, expliquent que le seul responsable à cette situation, c'est la filière nucléaire elle-même, c'est celui qui la gère, c'est-à-dire EDF, et ceux qui la font vivre, c'est-à-dire ses agents. Remarquons que ces 3 phénomènes auraient dû être anticipés. Parce qu'une pandémie ou la corrosion sous contrainte, c'est un incident générique, absolument classique, en tout cas pour la corrosion sous contrainte, qu'un État doit anticiper la survenue d'une pandémie, toujours possible, et que tous les présidents de la SN depuis 2008 ont tous répété qu'il fallait garder des réserves de capacité pour faire face à un incident générique et ne pas avoir à choisir entre approvisionnement et sûreté. J'ajoute que les travaux du grand carénage étaient prévus depuis longtemps, donc il y a effectivement à cette situation une responsabilité qui est une responsabilité de la conduite de la politique énergétique du pays, et il y a donc eu une défaillance, d'abord dans la transmission des bonnes informations, dont c'est la mission de RTE au gouvernement, et deuxièmement, une défaillance également des services de l'État, de la DGEC, qui n'ont pas suivi ce qui était en train de se passer. Mais revenons à ce qui est, me paraît important. Où en sommes-nous quant à l'avancement des démarches de la relance de la filière nucléaire? Le premier signe positif, depuis bien plus d'une quinzaine d'années, est le discours du président de la République au Creusot à la fin 2020, quelques mois seulement après la fermeture du 2e réacteur de Fessenheim et l'année suivant l'arrêt d'Astrid. Je le cite, « Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire ». Et puis, il va revenir le 10 février de cette année, 2022, à Belfort,
au cours de sa campagne, où le président de la République précise, je vais le citer encore, lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs. Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions l'étude de 8 autres. Un peu plus loin, il précise, le chantier débutera en 2028 et la mise en service en 2035. Simultanément, le même annonce que plus aucun réacteur actuellement en fonctionnement ne sera fermé, sous réserve bien sûr de l'autorisation par l'ASN, et il évoque aussi, et là c'est intéressant de revenir sur cette phrase, quand la rupture arrive, c'est à ce moment que nous prenons des risques. Et il insiste, nous nous donnerons les moyens de préserver les savoir-faire. À titre personnel, je me permets d'ajouter que nous ne sommes peut-être pas nous sommes en réalité dans cette situation déjà, et qu'il est peut-être un peu tard pour dire tout ça, puisque les conséquences, le manque d'électricité et les problèmes d'enchaînement et de transmission des savoir-faire sont malheureusement avérés. Alors notons que ce discours a répondu en partie aux attentes de ceux qui, comme nous tous ici, attendaient des signes positifs pour l'inversion de la tendance qui était le nucléaire bashing en une reprise de la filière. Mais à bien lire ce discours, c'est en même temps, puisque c'est devenu l'expression consacrée, un discours annonçant de très importants développements des énergies renouvelables intermédiaires, 100 gigawatts de photovoltaïque et 50 champs éoliens offshore, ainsi que le doublement de l'éolien terrestre. Alors depuis ce discours, que s'est-il passé ? La Commission nationale du débat public a été saisie sur le projet de PR2 de Penly et au lieu d'enchaîner, elle a déclaré de son propre chef qu'il fallait d'abord qu'il y ait un nouveau débat public sur le nucléaire. Bon, comme vous le savez, ces débats se sont tenus de multiples fois, et c'est évidemment un moyen pour les opposants au nucléaire de disposer d'un porte-voix que les médias se complaisent bien entendu à relayer en l'amplifiant, en instrumentalisant les peurs et l'à peu près scientifique et technique. Et on peut s'interroger, c'est malheureusement pas qu'à la CNDP qu'il y a ce problème, sur la neutralité de la présidente de la Commission nationale du débat public. D'ailleurs, celle-ci s'est exprimée dans la presse déjà à 2 reprises, une fois dans le Figaro et une autre fois hier ou avant-hier dans Le Monde, sortant complètement de son rôle, puisque une autorité indépendante, eh bien, elle est tenue à la neutralité, et de surcroît, la CNDP n'a qu'un rôle consultatif. Elle doit mettre en forme ce qui remonte du débat public. Le porteur du projet mis en débat doit apporter des réponses aux questions posées, mais en aucun cas la CNDP ne peut se prononcer sur le fond de ce projet, et encore moins sur son opportunité. Or, dans ces déclarations, c'est ce qui ressort. Évidemment, je n'ai pas manqué d'envoyer une lettre à Madame Joanneau, dont d'ailleurs Hervé Niffenegger, à qui je voudrais rendre hommage aujourd'hui pour ce qu'il a fait pour Sauvons le climat et pour patrimoine nucléaire et climat. Hervé Niffenegger l'avait rencontrée, Madame Joanneau, quand elle était au ministère de l'Environnement et de l'Énergie. On sait que depuis 2007, c'est malheureusement la situation de cette compétence. Et Hervé avait noté pour le moins de l'indifférence à l'égard du nucléaire de la part de Madame Joanneau. Moi qui la connais dans d'autres circonstances, je peux dire qu'elle est carrément
hostile au nucléaire. Bon, ça pose quand même un problème de disposer de personnes qui sont partisanes à des responsabilités aussi importantes dans la chaîne de décision sur des sujets aussi cruciaux. Alors il y a des points qui sont positifs et d'autres qui restent préoccupants. Parmi les points préoccupants, les perspectives sont évidemment assombries par l'absence de décision politique positive pour la filière depuis de très nombreuses années. Car il n'y a toujours pas eu de décision positive. On a eu des discours qui sont devenus plus positifs, mais dans les faits, rien. C'est quand même, quand on sait que le temps qui passe est un coup faramineux pour le pays dans la crise où nous sommes, quand on sait que le temps qui passe vient allonger des délais extrêmement longs pour réparer les défaillances de notre système électrique et ses manques de capacité, ces tergiversations, ces procrastinations sont un énorme problème. Et il concerne bien sûr le parc de production, mais aussi le cycle du combustible et l'enfouissement en couches géologiques profondes. L'amoncellement des dispositions législatives et réglementaires, dont je pense personnellement qu'elles ont été additionnées et complexifiées à dessein par des intervenants qui savaient très bien les conséquences de cette complexification et dont on sait aussi qu'ils sont autant de points d'appel pour des recours afin d'attaquer les décisions qui doivent être prises dans un domaine où les décisions sont nécessairement lourdes. Notons au passage, et je ne prononcerai pas le nom qui jaillit dans vos mémoires, que certains cabinets d'avocats ont fait de cette situation leur chou gras à défaut de leur fortune. Notamment pas très loin d'ici, dans le triste dossier de Superphénix, auquel le cabinet Lepage, puisque vous l'avez dit, j'ai le droit de le répéter, le cabinet Lepage avait apporté tout son savoir-faire dans une situation de conflit d'intérêts évidente, mais qui est passée comme une lettre à la poste. Sachez que le même cabinet a été contacté par les mêmes clients dans le but d'obtenir la fermeture de budget. Donc, tout ça montre une certaine continuité qui a cruellement fait défaut à la politique énergétique de la France. Autre point préoccupant, la nomination à la présidence de la CRE d'une personnalité politique et non pas d'un technicien reconnu, dont les premières déclarations montrent la parfaite méconnaissance du dossier. Et comme elle a accepté de nous recevoir dans des délais raisonnables, eh bien, nous ne lui avons pas écrit pour souligner les inepties qu'elle avait pu déclarer sur les radios. On va aller lui expliquer qu'on ne les rendra pas publiques si elle ne les répète pas. Les déclarations sur Twitter du chef de pôle environnement énergie de l'Élysée, qui dit froidement que le problème des énergies fossiles et du nucléaire, c'est de produire du CO2. Ça, c'est quand même assez préoccupant, car il est en poste encore actuellement, rétribué par nos impôts, et censé conseiller le chef de l'État. La multiplication de personnalités différentes en charge du dossier énergie à Matignon, ailleurs avec un secrétaire général de la transition énergétique, un ministre de la transition écologique, un autre de la transition énergétique. La multiplication des acteurs, c'est autant de conflits de pouvoir, de divergences de positions, de discours qui peut-être partent de la même intention mais qui ne sont pas les mêmes, et donc qui affaiblissent le message. Et encore plus l'action. Alors le gouvernement, pour montrer qu'il était très actif, pour essayer de remédier à la crise, a saisi le Parlement d'un projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Évidemment, cela a créé une certaine émotion. Je pense qu'elle n'a pas échappé à vous.
Et devant cette émotion, le gouvernement a fait fuiter, ou a même communiqué, un avant-projet de loi sur l'accélération du nucléaire. Pour ceux qui ont vu ce texte, il est d'une indigence extrême et il ne changera quasiment rien du tout à la situation. Et de surcroît, les modifications constitutionnelles et surtout réglementaires, règlement des assemblées récentes, ne permettent pas de changer par amendement le contenu d'un texte, ce qui fait que ce texte restera ciblé sur l'accélération des énergies renouvelables, dont on sait qu'elles ne résoudront pas la crise, tout au plus pourront-elles réduire les besoins d'importation, encore faudra-t-il qu'il y ait de l'électricité à importer, et réduire la consommation de gaz, mais ça s'arrêtera là. Donc, on continue. Le texte sur le nucléaire, sur l'accélération des installations nucléaires de base, me paraît une échéance extrêmement importante sur laquelle il faut travailler dès maintenant, parce que c'est un nombre de dispositions législatives incalculables sur lesquelles il va falloir se pencher, et l'idée m'est venue d'introduire la notion d'urgence climatique et de favoriser le meilleur outil pour réduire durablement nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire le nucléaire. Enfin, tout ça est à travailler et toutes vos idées seront les bienvenues pour anticiper ces interventions auprès de nos parlementaires qui peuvent, compte tenu de la situation d'une majorité relative à l'Assemblée et d'un Sénat qui est plutôt pro-nucléaire, qui peuvent probablement permettre de faire bouger les lignes. Le projet de nationalisation, de renationalisation d'EDF, sans affirmer d'autres modifications que l'accès plus facile au crédit, est un peu court. On aimerait avoir quelque chose qui nous garantisse qu'EDF ne restera pas un outil au service des intérêts politiques des gouvernements. Tout cela est bien sûr préoccupant, d'autant que l'objectif des 50% de nucléaire ne serait probablement même pas atteint par la réalisation de ce qui est annoncé dans le discours présidentiel de Belfort. Et rappelons que les textes, la PPE, restent en particulier aujourd'hui encore en vigueur, avec la fermeture, après les deux de Fessenheim, de 12 réacteurs encore. On en est toujours là, et ce texte devrait changer, si Mme Joanneau a fait son boulot, si ensuite la législation a pu changer, devrait changer en 2023. C'est un temps perdu, encore une fois, qui est absolument incroyable. Je crois qu'on peut considérer que les conséquences de la crise électrique, les prix astronomiques de l'énergie, et en particulier d'électricité, les conséquences industrielles, sociales et probablement politiques sont comparables aux conséquences d'une situation, d'un conflit armé, d'une guerre. Et dans ce cas-là, on pose tout et on s'occupe des priorités, c'est-à-dire s'armer, se réarmer, s'organiser. C'est pas ce qu'a fait le gouvernement. On continue à une allure pépère, où on dit, écoutez, il faut changer tous les textes, il y a des procédures qui n'en finissent pas, ça fait rien, on ne prend pas par voie d'ordonnance des dispositions pour aller plus vite et porter secours en réalité à notre industrie, à notre économie et aux ménages français. Tout se présente finalement comme si le discours récurrent des tenants d'une décroissance accompagnant une baisse drastique des besoins en électricité, malgré l'électrification de l'économie à des fins climatiques, s'imposait avec le discours insistant et redondant sur la sobriété. Nous sommes tous d'accord, tout le monde est d'accord pour faire des économies d'énergie et en particulier d'électricité. Mais je pose la question. La sobriété, c'est un acte volontaire. Dès lors que la sobriété devient imposée, appelons un chat, c'est un rationnement. Nous sommes rentrés dans cette situation, c'est le rêve de toute une fraction militante et activiste
de décroissants qui considèrent qu'on ne pourra pas lutter efficacement contre le réchauffement climatique et préserver l'environnement sans des dispositions et des régimes, disons-le, autoritaires. On rentre maintenant dans une autre dimension qu'il est très intéressant d'analyser, d'approfondir. Personnellement, je pense que le génie humain a besoin de liberté pour s'exprimer, que le progrès est issu de cette liberté intangible et que l'épisode que nous traversons, qui est issu, je le disais tout à l'heure, montée d'un mouvement philosophique, est d'une importance extrêmement grande. Notons d'ailleurs que cette situation ne concerne que l'Europe occidentale, que les pays anglo-saxons sont moins touchés que les pays d'Europe occidentale. Alors peut-être qu'au moment des questions, nous irons plus loin sur ce sujet qui est passionnant et évidemment qui est déterminant pour l'avenir de l'Europe, au moment où les États-Unis regorgent d'énergie, où l'Asie dispose des moyens pour s'en procurer, et l'Inde aussi, et où nous sommes seuls à rentrer dans cette période qui pourrait être dévastatrice pour l'avenir de notre industrie et évidemment notre avenir tout court. Alors, les adversaires du nucléaire... Oh, j'ai l'impression que le micro ne va pas très bien. Est-ce que je continue avec le fading ou bien comme vous voulez hein. Faut qu'il se reste en permanence très près. Oui, bah c'est ce que je fais, mais je bouge le menton parce que pour parler... Moi aussi, excusez-moi, aussi vous évitez d'avoir... Oui, ok. Non, le doigt près du bouton, parce que je pense que c'est le bouton qui est... Ça, c'est très possible. Ok, d'accord. Donc, ayant accepté cette remarque préventive, je vais poursuivre. Alors, les adversaires du nucléaire auraient-ils gagné sur tous les points contre le nucléaire et pour la décroissance? Alors, j'utilise juste 2 doigts maintenant, loin du bouton, et je continue, je vous prie de m'excuser. Je ne veux pas le croire, mais il est certain qu'un cap difficile et vital doit être franchi. Difficile par manque d'électricité et par le prix d'électricité. Difficile parce qu'il faut rassembler des capacités humaines et, je le crois surtout, une organisation propre à relancer l'ensemble de la filière. Difficile car il faudrait un pouvoir fort et une volonté forte portant un projet convaincant. Et je crois que le projet de la relance de la filière, qui n'est autre que le projet de la relance industrielle de notre pays, je dirais même que si l'on n'arrête pas la situation, si on ne corrige pas la situation actuelle, la désindustrialisation va s'emballer et évidemment ce sera catastrophique pour notre pays. Et donc il y a un besoin d'un projet très fort et d'une autorité très forte et d'une volonté très forte. Et je n'oublie pas que cela concerne bien entendu l'ensemble de la filière nucléaire, mais aussi bien sûr les instances de recherche indissociables, c'est-à-dire le CEA, qui a besoin d'être considérablement réarmé pour employer un terme convenable. Heureusement, il y a une bascule dans l'opinion publique. Vous l'avez lu comme moi dans la presse, puisque maintenant, c'est 75% des Français qui sont redevenus favorables au nucléaire. Et la rareté et le prix extrêmement élevé de l'électricité vont renforcer la nostalgie des jours heureux où nous disposions d'une électricité fiable, abondante et bon marché. Et par expérience, je peux vous dire que les gouvernements ne pourront pas résister à cette nostalgie et que nous allons voir devenir de plus en plus zélés ceux qui ont mis toute leur énergie à planter le système. Ça, c'est ce que j'ai appris au cours de mon parcours public. Bon, enfin, il n'y a pas que dans le public que ça se passe comme ça. Certes, l'Europe semble toujours traîner les pieds sous la pression allemande. Il faut dire que de ce côté-là, les Allemands sont des besogneux et qu'ils n'ont pas oublié cette spécificité.